Bonjour à tous, nous sommes le 7 mars 2024, nous devons enregistrer Gisèle dans des conditions un peu acrobatiques qui sont occasionnées par le harcèlement en bande dont elle est victime au Cameroun. Alors, c'est la troisième interview. Je vais en profiter puisque la dernière fois nous avons évoqué la présence du général Thierry Marchand, ambassadeur de France depuis septembre 2022 au Cameroun. Alors, quand on creuse un peu la biographie du général, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. La première, c'est que le général Thierry Marchand a quand même une carrière de barbouze dans l'Empire, c'est-à-dire que chef des relations internationales, il est allé en Nouvelle-Calédonie. Enfin, ça c'est la version officielle, mais on peut penser qu'il a été ailleurs aussi. On peut également penser qu'en mission au Cameroun, il a été intronisé à la Grande Loge nationale de France, comme tous les potentats locaux. Il faut quand même faire un petit peu de public relations. Son adieu aux armes en septembre 2027 ne fait quand même pas de lui quelqu'un qui n'a pas pu se rendre compte qu'il avait été militaire pendant très longtemps. Alors je tiens à rappeler à mon général qu'il est quand même responsable, lui, à Yaoundé, de ses subordonnés et de ce que ses subordonnés font là-bas. Et puisque Gisèle nous dit, en le nommant, qu'il est responsable de son harcèlement en réseau et de son harcèlement électromagnétique, je tiens à rappeler au général Thierry Marchand qu'il se rend coupable de forfaiture à l'auteur militaire, parce qu'il reste quand même militaire, qu'on le veuille ou non, qu'il est passible de crimes de guerre au regard des conventions de Genève et que ça pourrait valoir dans un état normal peut-être même un peloton d'exécution. Mais au pays des droits de l'homme, tout devient permis. Mais heureusement, et c'est là que nous allons revenir à l'interview de Gisèle, il semble bien que l'épouvantable France commence à être remplacée en Afrique par les Russes et les Chinois, ce qui est en soi une excellente nouvelle, qu'on botte l'arrière-train de la France hors de l'Afrique et que la Micronie en soit tout à fait exclue. Voilà, Gisèle en était au moment où elle essayait de s'en remettre aux Russes pour essayer d'éviter d'être pourchassée par les Français. Gisèle, c'est à vous. Voilà, je savais plus où aller parce que j'avais l'impression que ça ne bougeait pas au Cameroun, quoi, parce que tous les commissariats jusqu'au service secret, comme j'avais dit, le chef des renseignements au Cameroun avait été compromis, ce qui fait que ça a bloqué au niveau du chef des renseignements. Mais au moins, on savait déjà au Cameroun que je racontais pas des histoires et que j'étais pas folle, puisque c'est l'ambassadeur qui m'avait fait revenir, comme j'avais dit l'autre fois, juste pour abréger encore un peu. Alors, je vais donc chez les Russes, je me présente à l'ambassade de Russie pour demander le statut de réfugié et me sauver en Russie. Parce que je voyais plus d'issue, je ne savais plus, j'avais l'impression que y a plus aucun endroit où je peux être protégée, puisque j'ai fait l'Europe, on m'a suivi partout, et là au Cameroun, quand j'ai vu ça, jamais j'ai pensé aller à un autre pays africain, si déjà au Cameroun ils pouvaient faire autant de forfaits devant tout le monde. Alors, je me présente à l'ambassade de Russie, ils prennent le passeport et puis je suis bien accueillie. Et pendant ce temps, je suis très très harcelée, donc j'ai beaucoup de brûlures. Et je vais encore à la gendarmerie de mon quartier où j'avais déjà déposé plusieurs plaintes. Je pense que là, c'était la troisième. Parce que moi, je suis le genre, je me décourage pas. Je dépose encore une plainte et encore une autre et encore une autre. Jusqu'à ce que si je meurs en déposant des plaintes. Donc, ce qui fait que j'arrive là-bas avec une autre plainte. Et mon enquêteur me dit, mais on vous a demandé de venir avec un avocat la dernière fois que vous étiez là. Mais on vous attend depuis, vous n'êtes jamais venu. Et moi, je me disais dans mon cœur, quand il m'avait dit ça, effectivement, il m'avait dit ça, mais je ne me suis pas présentée parce que je me suis dit, bon, écoute, déjà que je suis très appauvrie,
Et s'il faut encore que j'aille jeter mon argent chez un avocat au Cameroun alors qu'il ne se passera rien, ça ne sert à rien. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais je ne savais pas qu'ils avaient... Parce qu'ils m'avaient caché qu'il y avait eu une enquête, qu'il y avait l'enquête depuis près d'une année et qu'ils avaient des preuves et qu'ils avaient, en fait, l'ambassadeur de France était accablé. Moi, je n'étais pas au courant. Et là, quand il me le répète, et jusque-là, je ne suis toujours pas au courant. Mais quand même, je dis, bon, je lui promets de revenir avec un avocat. Je rentre chez moi et je réfléchis à ça. Je dis, mais moi, de toute façon, je quitte déjà le pays. Ça sert à quoi que je dépense mes petits sous dans un avocat encore? Parce que les avocats ici, ils sont gourmands. Bon, ils ont besoin d'argent aussi pour vivre. Hein. Bon, je leur reproche rien, mais on sait que quand on prend un avocat ici, nous ici, bon. Alors, je pense à ça. Et est-ce que je prends l'avocat? Est-ce que je prends pas ou je m'en vais? Et il y avait cette voix qui disait à mon cœur, non, prends d'abord l'avocat, va voir. Prends l'avocat, ne pars pas en courant. Alors, j'ai décidé de prendre l'avocat. Je cherche les avocats et tout. J'arrivais pas à trouver un avocat parce que chaque avocat que j'ai contacté, ils sont passés derrière puisqu'ils me suivent partout. Donc, quand moi j'arrive quelque part, eux, ils me surpassent. Eux, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont tout, quoi. Ils corrompent des gens, ils corrompent même des gens du gouvernement parce que, par exemple, ici au Cameroun, en ce moment, ils ont un groupe qui est avec eux, qui les soutient, mais ce n'est pas le pouvoir, le pouvoir en place. Le pouvoir en place n'est pas avec eux. Mais ils ont une clique. Comme dans tous les pays, ça existe comme ça, hein, des gens qui sont prêts à trahir même leur pays, parce qu'apparemment, ils ont promis à cette clique de leur donner le pouvoir au Cameroun. C'est ce que j'ai appris. Et je pense que c'est vrai, parce qu'avoir les agissements... C'est pas très gentil pour la France que vous dites là, Gisèle. Oui, c'est ce que j'ai appris, et ça ressemble à ça. Hein. C'est pour ça que ce groupe-là les aide, et c'est ce groupe-là qui fait aussi, qui forme les gang stalking pour eux, qui forme aussi le groupe de gang stalking du Cameroun pour eux. C'est ce groupe-là. Alors, je suis sûre que c'est vrai, ça ne peut pas être faux, parce que je ne vois pas pourquoi ils feraient ça autrement. Parce que le gouvernement en place n'est pas d'accord, et eux, ils le font quand même avec une clique qui n'est pas du gouvernement. Écoutez, il ne faut pas être magicien pour comprendre. C'est donnant-donné. Donc, les autres, c'est ceux qui leur ont promis de les mettre au pouvoir au Cameroun, parce que c'est ce qu'ils disaient. J'ai vu plusieurs vidéos où des autorités françaises disaient que ce sont elles qui choisissent oui. les présidents au Cameroun. Donc, c'est sûr que bon. Oui, oui, voilà. la patrie des droits de l'homme, on connaît, hein, on connaît. Voilà, ça veut dire, nous, les électeurs, on va aller voter, bon, mais eux, ils vont choisir. Voilà. C'est sûr qu'ils leur ont promis quelque chose pour qu'ils travaillent de façon aussi acharnée pour persécuter des gens pour leur compte. Parce que eux, ici au Cameroun, moi, je leur ai rien fait. Ils n'en ont rien à foutre des gang stalking. Tous ces gang stalking travaillent pour la France. C'est tout. Alors, je pense à ça et finalement, je prends un avocat. Et voilà, j'arrive pas à prendre l'avocat et finalement, j'ai dû voyager, quitter Yaoundé, venir jusqu'à Douala pour trouver un petit avocat que je connaissais, qui est un membre de ma famille d'ailleurs, un membre de la famille lointaine, hein, et que j'ai donc qui a accepté, c'est le seul. Je me suis dit, lui, il va accepter parce que il est encore pur. Et c'est ce qui s'est passé. Il a accepté. Il ne trempe dans rien. Il a accepté. On est parti à Yaoundé et arrivé là, on arrive au bureau de l'enquêteur et l'enquêteur sort un dossier volumineux. Il fallait voir mon dossier. C'est-à-dire, c'est gros comme, je ne sais pas, je peux dire, un dossier de combien de centimètres? Gros comme ça. Alors, il pose sur la table, il dit, tout est là et je vois tout, c'est caché et tout. Mais on n'a pas ouvert, mais c'est un gros dossier sur la France. Je peux vous arrêter juste une seconde, Gisèle. On salue quand même les enquêteurs camerounais qui, eux, font leur travail. À comparer avec les enquêteurs corrompus et en lien avec toute cette mafia d'État, que ça soit en Belgique, en France, aux États-Unis, je pense que le Cameroun peut commencer à donner sérieusement des leçons au reste du monde. Hein. Ah oui, hein, parce qu'ils ont vraiment travaillé ça. Je félicite la gendarmerie du Cameroun qui a fait son travail comme il fallait. Parce que si vous pouviez voir mon dossier, le dossier qui était sur la table sur l'ambassadeur de France, j'en revenais pas. Il a posé le dossier, il a dit, voilà, il est temps maintenant qu'ils commencent à être inquiétés.
Et là, j'ai demandé, attendez, mais c'est quoi ça? Ils ont dit, mais c'est ton enquête et elle est complétée. Je ne sais pas si vous comprenez. Une enquête complétée. Voilà. Ça veut dire que tout est là, les preuves, tout, les noms, tout ce qui s'est passé est là. Donc, moi, devant ça, j'étais tellement choquée que je me suis assise et j'ai pleuré. Parce que depuis le temps où on me disait que « Oh, je suis fort » et ils riaient de moi dans les rues, ils me riaient carrément dessus comme ça, face à face, que comment tu vas faire pour prouver tout ça? Tu es une folle. Nous, même si tu nous vois, je me souviens de cette dame qui m'avait dit dans la rue, qui m'a dit oh, même si tu prends nos plats, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Et là, il y avait un dossier d'épreuves irréfutables. Quelque chose que la France ne pourra jamais nier. Ça veut dire que aujourd'hui, même si je meurs, le Cameroun peut toujours poursuivre la France. Parce qu'au Cameroun, même si le plaignant n'est pas là, l'État te poursuit. Donc, aujourd'hui, là, que je sois là ou pas, la France a un problème au Cameroun avec ce dossier. Le Cameroun les tient. Alors, on m'a demandé de sortir parce que il ne voulait pas que je sois au courant de l'intérieur du dossier. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas au courant de l'enquête. Je ne devais pas être au courant de l'intérieur du dossier. Il n'y a que l'avocat qui avait le droit de rester. Mais apparemment, c'était pour ma sécurité. À mon avis, selon moi, hein, bon, quand c'est comme ça, je ne sais pas qui est trempé dedans. Parce qu'on a vu quand même que le chef de renseignement est en prison. Donc, tout est possible. Je ne sais pas qui est trempé dedans. Et peut-être qu'on ne voulait pas que je sache aussi pour ma sécurité. Mais toujours est-il que c'est le jour où on m'envoie, on me dit là où tu es là présentement avec ton avocat, tu te diriges directement chez le procureur. Alors, je vais chez le procureur. Et curieusement, c'est ce jour-là que l'ambassadeur de France avait programmé mon kidnapping, mon enlèvement. Vous pouvez répéter ça encore une fois, qu'on entende bien, que Monsieur Thierry Marchand n'est pas occupé là-bas simplement pour faire des relations sociales affectueuses avec le Cameroun, mais qu'il est là pour faire enlever des crimes. Voilà, pour faire enlever des citoyens camerounais. Exactement, pour organiser des crimes et de vrais crimes. Alors c'est ce jour-là où je me dirige au palais de justice, toute naïve, je ne sais pas qu'il y a un truc sur moi, mais je ne sais pas comment la gendarmerie a su qu'on devait m'enlever ce jour-là. Il s'est passé, c'était incroyable. Moi je dis, ce Dieu qui m'aime tant m'a suscité une aide et tout le temps je prie pour ces personnes qui m'ont protégé ce jour parce que ce jour-là restera gravé dans ma mémoire. J'en revenais pas. Alors, je sors de là pour aller chez le procureur avec avec ma soeur. Je ne vais pas avec l'avocat chez le procureur. Je me dirige vers le procureur et je remarque que, il y avait ces deux militaires qui étaient toujours là. C'était des jeunes militaires blancs, hein. On va dire, une noire dans un pays de noirs. Donc c'est quand même des militaires français qui sont quand même sous la responsabilité de mon général, qui ne viennent pas dire après je ne savais pas. Ça, il peut pas se réfugier là derrière. Donc on voit bien que l'ambassadeur de France a une responsabilité jusqu'au cou dans votre affaire. Mais jusqu'au cou. Parce qu'il y a des preuves. Je ne parle pas d'une affaire que personne ne connaît. Le ministre de la Défense est au courant. Les renseignements, je pense que le président est au courant d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas un ministre, le ministre des Relations extérieures est au courant, le ministre de la Défense est au courant, et tous les autres que je ne vais pas citer qui sont au courant. C'est quand même le top du pays. Je vous dis que c'est l'ambassadeur de France, Monsieur Thierry Marchand, qui organise tout ça avec des preuves et le dossier est là. Le dossier est là, au Cameroun. Mais on attend, c'est ça. Oui, attendez, on va mettre Monsieur l'ambassadeur Thierry Marchand au pied du mur. Si Monsieur Thierry Marchand, ambassadeur de son État actuel et général 3 étoiles, qui semble avoir oublié quand même une certaine éthique militaire, on le met au défi d'exercer un droit de réponse vis-à-vis de l'émission qui passera. Voilà mon général, on vous attend, c'est avec plaisir que on débattra avec vous. Oh là là, ce serait inespéré. Voilà. Donc, je vois les deux militaires qui sont, ils n'étaient pas en tenue militaire, hein, mais un militaire, c'est un militaire, ça se voit. Alors, et qui m'encadre, un debout là.
Et je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore quoi cette mascarade? Mais je ne pense pas que je vais être enlevée. Je suis à 1000, mais j'aurais jamais, même dans mes plus, imaginé que c'est un enlèvement qui est en train de vouloir être perpétré. Alors, je fais quand même mes trucs parce que de toute façon, je m'en fiche. Je rencontre le procureur. Le procureur me dit, tu dois aller voir l'ambassadeur le ministre des Relations extérieures parce que moi, je peux pas convoquer un ambassadeur, c'est son travail, c'est à lui de le faire. Alors, je sors de là, je retourne à la gendarmerie pour rendre compte que voilà ce qui se passe. Et je remarque à un moment donné que je suis suivie par des tas de voitures, des 4x4, des motos, des gens à pied partout où je descends. Parce que moi, je faisais ma promenade avec mon avocat. On faisait nos choses normales parce que d'habitude, on me suit. Mais ce jour-là, c'était pas normal. Je me suis dit, ah, écoutez, le dossier est déjà au niveau du procureur, au niveau de la gendarmerie. Mais pourquoi est-ce que l'ambassadeur de France aurait doublé son effectif à ce point? Parce que partout où je mettais le pied, il y avait des 4x4 qui me dévançaient et qui quadrillaient la place. Et je vais donc visiter ma soeur qui habite la Cité Verte. J'arrive à la Cité Verte, je remarque des gens qui grimpaient qui étaient cachés comme sur des arbres. Parce que j'ai été tellement suivie par l'équipe de l'ambassadeur de France que je connais la poursuite. Ils m'ont suivi depuis plus de 2 ans. Je connais la poursuite. Vous ne pouvez pas me poursuivre, je ne sais pas. Que ce soit à pied, que vous pouvez faire n'importe quel... même, il y en a qui ont utilisé leurs enfants, ils mettent les enfants dans la voiture et ils me suivent pour que je sache pas. Je connais déjà tout ça. Écoutez, moi, je vois derrière la tête, comme on dit chez nous. Ça dit que c'est déjà tellement expérimenté que je vois derrière la tête. C'est ça. Alors, c'est impossible de me suivre que je sache pas. Oui, mais on fait remarquer, d'après ce que vous dites, que bon, s'ils mettent les enfants, c'est-à-dire leurs enfants à l'arrière pour faire gentille petite famille blanche française, là, on n'a pas affaire simplement à des militaires qui sont seuls là-bas à distance sans leur famille. Non, on a affaire à des Français qui habitent au Cameroun avec leur famille, donc bien une fois de plus, au vu au sud, monsieur l'ambassadeur général, donc qu'on ne vienne pas dire que monsieur l'ambassadeur ne sait pas. Ah, ça je doute pas, parce qu'une fois, il y a eu un couple, monsieur et madame, qui m'ont suivi. Enfin, je ne sais pas s'ils étaient couple, hein, ils peuvent faire semblant d'être un couple, mais c'est clair que c'est moi qui suivais. En tout cas, alors, il y avait tellement de voitures que je me suis, à un moment donné, mon avocat voulait manger, on s'est arrêté dans un restaurant et on a observé cette équipe et j'arrêtais pas de lui poser des questions. Mais ce que moi je savais pas, c'est que mon avocat, lui, il était déjà au courant qu'il y avait un plan d'enlèvement, que je devais être enlevée. Moi, je savais pas, je savais rien. J'étais comme un mouton. Et puis, jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'à la nuit, je suis restée chez ma soeur et j'avais quand même remarqué que cette équipe-là me disait bonjour. Ah, ils sont gentils, hein. Ils sont gentils. Oui, ils sont gentils, hein. Oui. Non, c'était pas l'équipe française, ça, c'était l'équipe de gendarmerie qui me protégeait. Ah, d'accord. C'est eux qui me disaient bonjour, pas les gangsters qui. Non, les gangsters qui, eux, ils me toisent. Quand ils me voient, ils veulent me cracher dessus. Ils veulent m'écraser. Non. Eux, ils me disaient bonjour, madame. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'étais chez ma soeur, il y avait des gens debout sur la rue, à l'entrée de chez ma soeur, dans la ruelle, sur les arbres. Et là, j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, il y a quelque chose qu'on ne me dit pas. Il faut me dire la vérité. J'ai dit à mon avocat, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité, mais c'est quoi ces gens? Et c'est là où mon avocat a finalement avoué que, tu sais, bah, aujourd'hui, tu devais pas rentrer chez toi. On suppose que monsieur Thierry Marchand, à défaut de vous inviter gentiment dans ses locaux, avait estimé que peut-être vous n'auriez pas manifesté un enthousiasme délirant à cette proposition et il avait donc un peu forcé la dose, si on ose dire. Moi, je pense que monsieur le général Thierry Marchand s'est dit que on fait disparaître le plaignant et l'affaire est close parce qu'il venait juste de découvrir qu'il était sous enquête depuis parce que c'était une surprise pour eux. Ils tombaient la nuit, ils ne se sont jamais doutés
qu'il y avait une enquête sur eux. Mais c'était tellement ridicule de me faire enlever avec les preuves accablantes qu'il y avait sur lui. Parce qu'une fois enlevé, assassiné comme il planifiait, mais ça allait exploser. Parce qu'on aurait su que c'est eux qui m'ont fait enlever. Écoutez, si on a su qu'ils planifiaient un enlèvement et on savait le jour exact et comment ils allaient procéder, on pouvait aussi savoir, mais ils pensent que c'est seulement eux qui peuvent infiltrer le gouvernement camerounais, mais le Cameroun les a infiltrés. Parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire. Ben oui, mais Gisèle, vous comprenez bien que pour monsieur l'ambassadeur, bon, les Camerounais, c'est quand même jamais que des nègres, hein. Donc vous comprenez bien qu'ils ne vont quand même pas être plus intelligents que la crème de la crème des barbouzes français quand même, hein. Faut pas. Mais non, ils se sont dit qu'ils étaient chez les chimpanzés. Mais évidemment, évidemment. De mettre les gants pour sortir la marmite du feu. On la sort, c'est tout, on la jette, elle tombe. Voilà. C'est ceux qui se sont dit, et ils se sont fait avoir parce qu'ils étaient sous enquête pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils me suivaient, ils faisaient tout, ils organisaient tout, au su et au vu de tout le monde, sans se cacher, impunément. Et ils étaient sous enquête, et là, ils sont cuits. C'est comme ça, quand ils étaient déjà cuits, c'est là qu'ils découvrent l'enquête. Et sans réfléchir, ils décident de me faire kidnapper et de m'assassiner pour clore l'affaire. Et heureusement pour eux que ça n'a pas marché, qu'on les en a empêchés. Parce que même si j'avais été kidnappée, je suis sûre que ça aurait été le contraire de ce qu'ils avaient espéré, hein. Oui, c'est vrai. Et alors, c'est ça. On peut quand même mettre en plus ça au crédit du gouvernement légal du Cameroun. C'est qu'ils ne vous ont pas laissé prendre des risques excessifs à propos desquels ils auraient pu à ce moment-là créer un incident diplomatique et botter les fesses définitivement, on peut espérer, de la France au Cameroun. Tout à fait. Ils ont quand même été, eux, des êtres humains, contrairement à, on va pas répéter la même personne, mais on voit qui ont fait allusion. On voit que les êtres civilisés, ben, ce sont les Camerounais, ce sont les policiers camerounais, et voilà, les Français, bon, ben, se sont fait encore attraper une fois de plus par leur arrogance, et bravo en tout cas pour l'humanité des autorités camerounaises qui ont beaucoup mieux à faire, à mon avis, avec les Russes et avec les Chinois qu'avec cette bande de crapules hexagonales. Voilà. Alors, je sors de là. Finalement, je sors de chez ma sœur la nuit. Je fais venir un taxi j'appelle un taxi et le taxi arrive. Et le taxi, apparemment, s'est fait arrêter par la gendarmerie parce que quand je suis entrée dans son taxi, il m'a dit, écoutez, madame, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai été encerclée par une gendarmerie qui sortait de nulle part. Ça veut dire que les gars ont travaillé toute la journée, même la nuit. Ils pensaient toujours que l'équipe de l'ambassadeur de France était encore là. Donc, c'est comme ça que j'ai échappé. Je remercie le bon Dieu et je bénis toutes ces personnes qui ont travaillé pour me protéger. Et je prie toujours Dieu pour eux, que le Seigneur les bénisse et qu'ils se laissent trouver par eux. Parce que vraiment, ils avaient fait un bon travail. C'est grâce à eux, grâce à leur travail et leur bravoure et leur humanité que je suis encore en vie. Alors, et voilà, c'est pour ça quand je vous ai dit, vous m'avez posé la question à savoir, est-ce que je suis sûre que c'est la France? Je ne suis pas seulement sûre, je suis certaine. S'il n'y a pas de doute, je suis sûre et certaine que c'est la France parce qu'il y a des preuves qu'on ne peut plus détruire. Et je ne suis pas le seul témoin de ces preuves. Je pense que cette affaire-là est déjà au plus haut niveau du gouvernement du Cameroun et qui sait bien que c'est la France. Voilà. Alors, je me fais brûler tous les jours. Maintenant, quand il me brûle, c'est comme si on me versait c'est comme si vous preniez un gobelet et que vous versez de l'eau comme ça. C'est comme ça que ça tombe au-dessus de chez moi. Hein. Les engins lumineux sont là, ça me suit partout, jour et nuit. Il y a des moments où je vois la gendarmerie autour. Quand il y a la gendarmerie, je ne les vois pas. Ils se cachent un peu, mais ici, je ne sais pas. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas le matériel nécessaire pour surveiller au-dessus de chez moi. Parce que ils viennent, et puis je pense pas que le Cameroun soit vraiment
ce qu'il faut pour contrer ces appareils Bon, qui mettent au-dessus de chez il faut moi, pas, à mon avis, oui, il quoi. faut pas grand-chose comme technologie. Il suffit de flanquer les Français à la porte et ça ira déjà beaucoup mieux, hein. Mais, d'après mon expérience maintenant que j'ai vu au Cameroun avec mon affaire, attendez voir, c'est qui passe avec ce gros engin ici? D'après l'expérience que j'ai eue dernièrement avec ce gouvernement du Cameroun, on risque d'être surpris, hein. On va dire ils n'ont rien alors que peut-être qu'ils sont en train de regarder tout ça et d'étudier tout ça. On ne sait pas. On ne sait pas, non, tout parce à que fait, tout à fait. l'enquête m'a beaucoup surpris et depuis je me méfie maintenant. Je me dis parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être parce que la France a tendance à beaucoup mépriser nos pays. Oh, Et elle risque d'être surprise un jour, hein. C'est ce que moi je dis. Elle risque d'être surprise un jour. En tout cas, moi j'espère bien qu'on va leur botter le cul assez rapidement parce que c'est pas ça qu'on voulait ici, hein, des gens qui viennent pour commettre des crimes sur les nationaux, sur n'importe qui, une personne lambda, parce que moi je suis rien du tout. oui. Et c'est pour moi que les engins, il faut voir tous les engins au-dessus de ma maison. Voilà. Donc là maintenant, on ne peut plus douter que c'est eux. Hein. On sait que c'est eux. Et après ça, c'est ce qui a fait que j'ai complètement annulé mon départ en Russie. Et tous les départs, parce que je me suis dit, s'il y a l'affaire, il vaut mieux que je sois là. Parce que bon, je ne veux pas. J'ai des appels qui rentrent dans le téléphone, je suis désolée. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on a une coupure, hein. Ah, oui, parce que quelqu'un m'a appelé. Oui. Il y a une personne, j'espère qu'elle ne va pas rappeler parce que j'ai raccroché. Je suis désolée. Non, c'est rien, mais c'est peut-être bien nos amis d'en face qui font ça, hein. Non, je connais la personne qui m'a appelé. J'ai vu son nom, c'est une amie. Elle ne sait pas que je suis occupée. J'espère qu'elle ne va pas rappeler. Voilà. Donc, comme je disais, maintenant, j'ai donc annulé le départ. Elle ne comprend pas, elle continue à me rappeler. Allô? Oui. Allô? Voilà, désolée. Voilà, donc comme je disais, je ne vais plus aller, je reste ici, je me suis dit, tu restes là et tu affrontes et tu attends. Et donc je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, j'ai attendu. Après le ministère des Relations extérieures, je n'ai pas vu de convocation de l'ambassadeur de France, parce que en fait c'est ça, il faut le convoquer. Bon, d'après mes renseignements, pour convoquer l'ambassadeur de France, le ministre social ne peut pas prendre cette décision. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais jusqu'à présent, l'ambassadeur de France n'est pas convoqué. Et je ne sais pas ce qui se passe, parce que je ne suis pas ministre, je ne suis pas au gouvernement, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Je regarde ça tranquillement et je prie mon Dieu. Je me suis dit, bon, tu t'en remets à Dieu, tu fais confiance en Dieu parce que c'est Dieu. Si je suis en vie jusqu'à maintenant, c'est seulement Dieu qui a fait ça. C'est pour ça que je me suis dit, si tous les gangsters qui pouvaient se mettre ensemble et invoquer Dieu et jeûner, ils ne seraient plus là déjà. C'est pour ça qu'ils ont fait que la prière devienne tabou, que les gens s'éloignent de Dieu parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire et ils savaient que même dans l'histoire, même dans la Bible, dans toute l'humanité, quand les gens sont persécutés et qu'ils se mettent tous en prière, ça marche toujours, ça monte au ciel directement. Mais comment les atteindre, ça ne marche pas. Alors je me suis dit, bah, moi je vais jeûner pour toutes les autres victimes, pour que le Seigneur, ne serait-ce que nous enlève, nous débarrasse déjà des implants qui nous ont mis dessus. Parce que je l'avais fait, hein, moi j'ai vu mes implants. Mais c'est que quand les implants sont sortis de mon corps, au lieu d'aller chez le chirurgien les faire enlever, j'ai commencé à les observer dans mes aisselles pendant des jours et des jours et me demandais, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et puis un jour, je regarde, il n'y en avait plus. Elles étaient retournées dans mon corps. C'est comme ça que je connais exactement le nombre d'implants que j'ai parce que après, j'avais fait un jeûne de prière de 40 jours. J'ai dit, Seigneur, fais sortir ce qu'ils ont mis sur moi. Et j'ai vu après, je ne sais plus combien de temps, j'ai fini le jeûne, j'ai oublié. Et puis un jour, je passais aux toilettes, je lève le bras, je vois des choses. C'était horrible. Ça sortait sous mes aisselles comme des bouts de pile.
Et du côté droit, j'en avais 3. Du côté Oui. gauche, j'en avais un. Une petite, Et, on s'arrête une seconde si vous voulez bien, Gisèle, puisque c'est ce que d'autres victimes ont déjà témoigné. Il s'agit de morgelons, donc ce sont des mélanges de polymères et de métal qui effectivement agissent comme des relais pour ces voyous. ah, mais si vous voyez ça, c'est pas joli du tout à Non, voir. non, 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 mais ça bouge, et ça bouge selon le champ magnétique. Donc ce sont des morgelons. Mais alors, ils étaient complètement sortis. Hein. Si j'avais été voir un chirurgien, j'en aurais plus. Et puis le lendemain, un jour après, ou 2 jours après, je vois un sur la lèvre du vagin gauche. Et là, je me dis, je fais donc la relation par rapport au viol dont on parle. Parce que je me suis dit, mais comment ils ont pu m'implanter dans des organes génitaux? Ça veut dire que l'affaire de viol dont on parle, où la personne, la victime ne participe pas, tu as l'impression que quelque chose... Parce que moi, j'avais vécu quelque chose, je pense 2 fois, et j'ai prié Dieu pour que ça n'arrive plus. Hein. J'ai dû invoquer Dieu, mais vraiment prier, jeûner. J'ai dit, si ça m'arrive, je préfère mourir. Je pensais que j'étais violée par des esprits. Parce que un jour, j'étais couchée sur mon lit. Et puis, j'étais couchée sur le dos. Et puis, ma main s'est déplacée toute seule vers mes organes génitaux. Je me suis réveillée et je dis, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Ma main est partie toute, c'est pas moi, mais c'est ma main. Et j'ai pensé que c'était des esprits qui me violaient. Et mon corps était stimulé d'une façon que c'est pas moi, j'avais rien, c'est pas moi. J'avais dans ma tête, j'avais aucune envie, aucune pensée, ni érotique, ni érotique, ni sexuelle. Il y avait quelque chose qui me manipulait et qui prenait le contrôle de mes organes et qui bougeait dans ma partie génitale. Alors, quand j'ai vu l'implant dans la lèvre de mon vagin, j'ai compris qu'on nous implante même dans les parties sexuelles pour ce côté du harcèlement qui est le viol électromagnétique dont beaucoup de victimes parlent. C'est de ça, quand je disais l'autre fois, que quand je vais parler, je vais révéler quelque chose aux gens. C'est ça que les gens ne savent pas. Ils pensent qu'on a implanté seulement dans le corps. Non, on a implanté dans les organes génitaux aussi. C'est ça qu'ils utilisent pour stimuler la personne, pour manipuler la personne qui pense qu'elle a... Tu as l'impression que c'est toi qui as eu une envie, mais c'est pas vrai, c'est pas toi. Ton corps réagit d'une façon qui n'est pas normale, devant rien du tout. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui stimule ton corps? Je ne sais pas exactement où il le place à l'intérieur du corps de la femme ou de l'homme, mais ça explique tous les viols dont les victimes parlent. Parce que les gens qui ne savent pas se disent, mais de quoi ils parlent quand ils parlent de viol? Surtout que c'est un sujet qui est tellement gênant de parler de viol. Ça fait tellement honte que les victimes souvent ne s'attardent pas là-dessus. Elles vont toujours dire, et puis à l'autre partie de viol, et il va passer. Et en fait, qu'elles sachent toutes aujourd'hui qu'elles ont été implantées dans le vagin, dans le pénis, je ne sais pas où, mais dans les organes sexuels. Voilà. C'est comme ça que j'ai su ça. Et puis, après quelques jours, puisque je n'avais pas fait la chirurgie, c'est reparti dans mon corps. Et ça a disparu. Là, j'ai dit, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais zut, mais je suis complètement folle. Mais pourquoi je n'ai pas été faire enlever ça? Et je me suis dit, je vais prier Dieu de nouveau pour qu'il les fasse sortir de nouveau. Mais en fait, c'est pas seulement parce que j'ai été stupide, c'est que j'ai fait cette prière à Dieu et j'ai douté moi-même. Je me suis dit, bah, il va peut-être les faire disparaître dans mon corps, mais les faire sortir, comment ce sera possible? Et je pense que c'est ça, voilà, j'ai douté. Et j'ai prié, ça s'est pas passé. J'ai prié, ça s'est pas passé. Et là, j'ai dit, bah, j'ai pas le choix, je vais devoir encore refaire les 40 jours et 40 nuits de jeûne. Mais pour tout le monde, parce que c'est pas un jeûne qu'on fait pour soi, pour tout seul, pour une seule personne. C'est un jeûne qu'on fait qui peut sauver tout un peuple, d'après la Bible et d'après mon expérience aussi. Et si à l'époque ça a sauvé tout le peuple d'Israël, ben aujourd'hui ça peut sauver toutes les victimes de gang stalking. Nous sommes 1,5 million, un peu plus il paraît. Mais je pense par rapport au ratio, la proportion de personnes qu'il y a aujourd'hui dans le monde et celle qu'il y avait à l'époque des Juifs où Dieu avait sauvé plus de 450 000, je pense, Juifs. Bon, il peut aussi nous sauver 1 million et quelques pour ma prière toute seule, alors j'ai jeûné.
je suis partie dans le jeûne. Mais j'ai pas seulement jeûné pour nous, j'ai jeûné contre eux. J'ai prié Dieu, que Dieu les fasse chasser de mon pays, le Cameroun. Pas parce que j'aime pas la France, j'aime beaucoup les Français. D'ailleurs, à un moment donné, je me prenais pour une Française. Mais ce gouvernement-là, ce sont des purs criminels, ils n'ont pas de cœur, c'est pas des humains. C'est pas des humains qu'ils ont au pouvoir en France. C'est pas des humains. Si je vous dis des choses qu'ils me font, c'est pas des humains. On ne peut pas être humain et faire les choses qu'ils font aux autres et leur faire ça tous les jours et ne pas se fatiguer et ne pas avoir pitié. Si on a une once d'humanité qui a encore quelque chose d'humain en soi, au bout d'un moment, on va dire non, on ne peut pas continuer. Un peu de pitié. Mais ils n'ont pas de pitié. Même les animaux peuvent avoir pitié, moi je pense. Hein? Parce que j'ai vu un chat jouer avec une souris et finalement il a laissé partir la souris. Je vous assure que eux, ils sont pires que les animaux. C'est pas des humains. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais il faudra que la France s'en débarrasse. Parce que si c'est ça leur gouvernement qu'ils ont mis au pouvoir, une calamité, des calamités pour terroriser le monde entier, mais moi je veux pas ça ici. J'ai la chance, je remercie le bon Dieu, que mon gouvernement a refusé toutes les, comment on dit, tout ce qu'on leur a proposé tout ce qu'on leur a proposé par rapport à l'homosexualité d'instaurer ici au Cameroun, hein, d'aller enseigner n'importe quoi aux enfants et d'aller leur faire du mal. Et ben là, ils m'ont envoyé quelqu'un qui m'attaque depuis la rue. C'est lui que vous entendez crier, qui m'insulte. Voilà. Donc, ces personnes... oui, je disais que le gouvernement a refusé ici, et Dieu merci pour ça, qu'ils restent là-bas, qu'ils restent chez eux. Et je veux même pas qu'ils restent chez eux, je veux que même la France, même les Français les chassent du pouvoir, hein, parce qu'ils vont amener la France vers la perdition. Et il n'y aura plus de France. Hein. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Moi, j'espère qu'on va les chasser du Cameroun. Et j'espère qu'on va les chasser de tous les autres pays. Mais ce n'est pas contre la France que je parle. C'est contre ce gouvernement que je parle. Et j'espère vraiment ça de tout mon cœur. On entend clairement derrière vous, Gisèle, l'intervention d'une petite... Ils m'ont envoyé quelqu'un qui crie et qui hurle. Oui, d'une petite crapule. Bon, ben, on dira, donnez le numéro de téléphone de l'ambassadeur. Hein. Oui, bah, vous pouvez donc voir que je suis vraiment suivie. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas loin, ils étaient en train d'écouter parce que je parle assez fort quand même. Je parle assez fort ici. Et puis, vous savez, ici, les maisons sont assez rapprochées. Lui, il est dans la rue, mais je l'entends très bien parce il s'est mis juste devant, à la limite, là. À la limite, au niveau de la barrière. Donc, je peux l'entendre. Mais j'ai reculé un peu. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Mais il m'a complètement embrouillé. Je sais plus où j'en étais. Non, simplement qu'on sera vraiment, vraiment heureux que les Français soient virés d'Afrique définitivement. Hein. Et voilà, tout à fait. Et il faut voir les choses que au moment où, est-ce que je peux, la prochaine fois qu'on va faire une vidéo, est-ce que je vais pouvoir retourner un peu en Norvège pour dire des choses qu'ils font aux gens à l'hôpital là-bas? Oui, certainement. Écoutez, juste puisque vous le proposez si gentiment, on va peut-être arrêter l'enregistrement ici et on fera un quatrième tome avec vous la semaine prochaine si ça vous arrange. Oui, ça m'avance parce que comme ça, parce il y a quand même des petits détails qu'il est important que les gens sachent. Pour que les gens sachent comment les patients vivent dans ces hôpitaux-là et qu'est-ce qu'ils font aux gens. Parce que surtout la Norvège, les gens n'en parlent pas, ils sont pas au courant parce que j'étais sur la page Telegram de, comment elle s'appelle, la Suisse norvégienne, de mère norvégienne, elle s'appelle Stukelberger, quelque chose comme ça. Oui. Et chaque fois que je voulais parler de la Norvège, elle me tombait dessus. Mais elle ne connaît pas la Norvège. Elle n'a jamais vécu là-bas. Écoutez, on va mettre une toute petite pause aussi. J'ai de très gros griefs à l'égard de Madame Astrid Struckelberger, qui, à mon avis, n'a jamais traité un Covid.
et qui prétend que ceux qui disent ARN Spike sont des criminels, je cite. Je pense que Madame Struckelberger est partie dans un délire Voilà. de son côté, avec des sensations de toute puissance et de toute connaissance. Il faudrait qu'elle Voilà. se remette un peu à la modestie, à l'écoute des autres, parce qu'à force Exactement. à force de s'écouter soi-même, on finit par entendre des voix, et celles-là sont vraiment justiciables d'un hôpital Mais oui, psychiatrique. mais à cause de ça, j'ai quitté. Moi, je me suis déconnectée d'elle parce qu'elle a l'impression qu'elle a la vérité infuse. Mais Absolument, moi, je absolument, suis un absolument. témoin vivant. Je suis un témoin vivant. Elle ne peut pas me contredire. Non, non, Il tout faut à fait. faut aller là-bas et voilà. Et j'ai été en justice contre le gouvernement norvégien. Je raconte pas des histoires. J'ai la date, j'ai mon jugement. Il faut aller vérifier quand un jugement a été donné. Ça reste à vie. C'est là, tu arrives, tu dis le jugement de un telle date. J'avais donné les dates ici, j'avais bien dit c'était le 1er avril 2021 que mon jugement s'est passé à Trondheim. Donc tout le monde peut aller vérifier. Eh Et j'ai bien, gagné. Alors, on ne peut pas se lever comme ça et venir me contredire et mais venir dire non, que la non, Norvège mais c'est un beau écoutez, pays je pense parce qu'il y que a les fjords. oui, 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 Être oui. un beau pays, c'est pas parce qu'il y a des fjords, c'est tout. Non, non, tout à fait. Si un beau pays, c'est seulement le paysage, je suis désolée. On a raison. Donc on va peut-être s'arrêter ici, Gisèle, pour ce tome 3. Une fois de plus, ben, je vous remercie du fond du cœur pour votre sincérité, votre courage. Je remercie encore une fois le gouvernement officiel du Cameroun Et le bon Dieu. et le bon Dieu Voilà. et les policiers camerounais honnêtes. Quant aux autres, bien Les gendarmes, pas policiers. les gendarmes camerounais. Voilà. Et donc on refera un 4e tome avec vous, parce que là, on est quand même, c'est un peu comme avec Franck Coustet, c'est un peu OSS 117 en plus. Donc c'est Gisèle OSS. Donc on refera encore la semaine prochaine un quatrième passage. Et bien entendu, on fait de gros bisous à l'ambassadeur et on le met, je répète encore une fois, au défi de relever les accusations qu'on porte contre lui par les mêmes moyens que nous. Voilà, Gisèle, Voilà. bon après-midi, merci encore et à bientôt. Merci à vous aussi, à bientôt.